Ce projet, il est réalisé dans le cadre de Pile. Donc l'idée, c'est qu'on a travaillé au CHU de Nantes. C'est une histoire. On parlait de temps tout à l'heure, de temporalité. C'est une histoire qui a démarré il y a 4 ans dans le service de néonat du CHU de Nantes en urgence pédiatrique. Et l'idée, c'est de voir comment la mise en place d'un nouveau protocole de prise en charge des patients basé sur l'observation de l'enfant et la participation très forte des parents pouvait d'une part changer l'organisation, la manière dont les professionnels de santé allaient travailler en collaboration avec les parents qui ne sont pas eux-mêmes patients, mais c'est l'enfant qui est le patient. Et quel impact ça allait avoir sur la chambre de nos néonates et comment il fallait transformer cette chambre pour qu'elle puisse être support de cette nouvelle prise en charge. Est-ce que Jean-Baptiste, on t'entend maintenant? Je ne sais pas. Moi, je vous entends très bien. Ouais, on te voit même en plus, c'est magique. Et vous m'entendez? OK. Et on t'entend. Bonjour à tous. C'est à toi de prendre la parole pour représenter le contexte là, que je viens de brosser rapidement. Je laisse te présenter peut-être. Oui, merci de votre invitation. Je suis pédiatre dans le service de néonatologie au CHU de Nantes et je travaille plus spécifiquement sur les soins de développement autour du nouveau-né prématuré. Alors, l'histoire de la réanimation néonatale, c'est une discipline récente en médecine et ça explique pas mal de choses. Les premiers nouveau-nés prématurés réanimés en France, c'était la fin des années 60 à Port-Royal. Et donc, c'est assez récent vis-à-vis de l'histoire de la médecine. Et d'où on part, c'est toujours important de voir d'où on part. Et vous voyez sur la dia qu'on part de ça, c'est-à-dire qu'on a réanimé des prématurés dans un environnement qui était extrêmement médicalisé, avec des soucis d'adaptation de machines de respirateurs, de perfusion, d'alimentation, des craintes pour l'hygiène, pour des nouveau-nés qui étaient nés bien avant terme, c'est-à-dire avant 37 semaines, des enfants qui faisaient 1 kilo ou moins. Et pour ces nouveau-nés, finalement, l'accueil, c'était ça. Donc, vous voyez sur la diapo qu'il y a beaucoup de matériel, mais il y a quand même un bébé. Il y a un bébé qu'on devine et on ne voit pas de parents. On ne voit pas de parents puisque, initialement, les parents avaient le droit de visite en néonatologie, 1 heure par jour éventuellement. Alors, vous imaginez que ça a fait des dégâts. La priorité, c'était de stabiliser les fonctions vitales de ces nouveau-nés prématurés nouvellement réanimés et qui, en fait, était une priorité légitime. Il fallait s'approprier le matériel, le respirateur, les débits de perfusion. Mais avec les progrès en parallèle de la psychologie et la découverte de la théorie de l'attachement, on s'est rendu compte qu'un des besoins principaux, le besoin peut-être le plus important de l'enfant, c'était d'avoir ses parents à côté de lui pour lui apporter une réassurance et pour débuter les interactions. Et donc, petit à petit, on a avancé. Tu peux cliquer, Jean-Philippe, pour faire passer la dia. On a avancé vers ça, c'est-à-dire que on a ouvert à partir des années 2000 beaucoup plus largement les services aux parents, avec l'espoir de les avoir le plus souvent auprès de leur bébé, puisqu'on a compris que pas mal de techniques de soins de développement permettaient la stabilisation de ces bébés prématurés lourdement réanimés. Mais pour autant, les techniques de peau à peau, réalisées avec la maman plusieurs heures par jour, permettaient des stabilisations des fonctions vitales. Alors, vous voyez qu'on est encore loin d'une étude avec des équipes de design, hein. J'ai presque honte de présenter ces diapos, mais c'est la réalité du service. Les photos, elles ne sont pas si vieilles que ça. À Nantes, on a été dans les premières équipes à participer aux soins de développement, puisque je peux vous dire que nous, on est ouvert aux parents depuis déjà plus de 20 ans, mais qu'en 2006, pour vous donner un ordre d'idée, 3/4 des services en France n'étaient pas ouverts aux parents 24 heures sur 24. Ça donne une idée, ce qui est absolument énorme. Hein, la nuit, les parents on leur demandait de sortir. Et donc, on imagine bien que ça ne répond absolument pas aux besoins primaires du nouveau-né, prématuré ou non, d'avoir une politique d'accueil de cet ordre-là. Et même quand on a ouvert, même quand on a finalement ouvert aux parents 24 heures sur 24, eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait les accueillir, ces parents. Il fallait les accueillir dans l'intérêt de l'enfant. Et les parents venaient, ils découvraient un nouveau-né finalement dont ils ne comprenaient pas le comportement, diapositive suivante, puisque
actuellement, on a pu développer, mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans encore, les observations spécifiques du comportement du nouveau-né prématuré. Et pour comprendre ces signes de stress et ces signes de bien-être, on observe le nouveau-né avec la théorie synactive du développement qui sert dans les observations NIDCAP qu'on a mis en place avec la formation des professionnels, qui a été initiée par l'association BERS qui travaille donc l'équipe de Sensipod, Pyram et PIL, bien sûr. Et donc, on a développé la formation des professionnels pour observer le comportement des prématurés, pour retranscrire aux parents qui étaient alors présents auprès de leur bébé les signes de stress et de bien-être, pour que la mère elle-même puisse ressentir ce besoin naturel de comprendre le stress de son bébé et de pouvoir y répondre avec des techniques de soins de développement. Et donc, ce n'est pas simplement ouvrir les portes aux parents, c'est ouvrir d'un service, c'est ouvrir les portes à la parentalité. Et ouvrir les portes à la parentalité, c'est expliquer le comportement du nouveau-né quand il est particulier. Et bien sûr, vous imaginez que cet accueil des parents se fait avec un niveau de stress énorme et que l'accueil qu'on peut proposer doit absolument optimiser le confort des parents pour leur permettre d'être disponibles auprès de leur bébé. Et pour qu'ils soient disponibles le plus longtemps par jour, puisque ce sont les besoins primaires de l'enfant, c'est d'optimiser l'accueil et de leur permettre d'être dans la chambre, de dormir dans la chambre. Et c'est tout l'objet du travail qu'on a mené avec Sensipod, mis en place avec Fabien et avec toute l'équipe de Pile. Et donc, je crois que je te laisse la parole, Vincent, pour montrer le process qu'on a mis en place. C'est ça. Je vais essayer d'être assez rapide et de présenter en fait la démarche avant pour arriver à cette nouvelle chambre. C'était assez pragmatique. On est arrivé. Alors, on s'est rencontré avec Jean-Baptiste et lors d'un événement et on s'est dit tiens, ça serait sympa de travailler ensemble. Moi, j'avais été touché par ce projet parce que ma sœur est passée alors par un service similaire à Angers et du coup, on s'est dit comment le design va pouvoir permettre d'améliorer cette chambre. Donc, d'abord, on s'est immergé dans le service de réanimation néonatale. On a rencontré 10 familles alors qu'on a recrutées dans notre sphère personnelle parce que c'était beaucoup plus facile de s'affranchir de l'organisation qui allait devoir demander les autorisations. Et donc, on s'est dit dans notre réseau, qui sont les gens qu'on connaît, qui ont vécu ça. Ça nous a permis de les rencontrer chez eux, en dehors du contexte de l'hôpital et de pouvoir vraiment voilà, recueillir l'expérience qu'ils avaient vécue. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé, c'est que c'est très traumatisant et parce que ça a laissé des cicatrices même 12 ans après très fortes. Voilà. On a travaillé avec les médecins du service, avec les infirmières, 2 HAS et puis plus globalement le personnel aussi non médical, notamment les personnes qui font le ménage pour comprendre en fait quelles étaient les problématiques de tout le monde dans cette chambre. Donc ça a été des observations sur place, des entretiens avec notre équipe. Après, on a fait des posters parce que, comme l'a dit Loelia, on aime bien rendre compte de ce qu'on a pu observer pour avoir un premier retour. Et donc, on ne peut pas mobiliser une équipe en disant on va faire un atelier de créativité ensemble, donc on met le service en stand-by pendant 2 heures, 3 heures. Non, c'est un service d'urgence, ils sont tous. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé traîner ces posters dans les couloirs et nous, on est resté en format résidence sur place. Et pendant leur pause, effectivement, après une garde, voilà, les infirmières, les médecins restaient et échangeaient, en disant ah tiens, vous avez perçu ça comme ça, ah tiens, on avait représenté le parcours, on avait représenté, schématisé la chambre avec et voilà. L'idée, c'était d'avoir de l'interaction et s'assurer que ce qu'on avait été chercher sur le terrain, la manière dont on l'avait compris, ça reflétait la réalité et que les problèmes étaient bien partagés. Donc, avec des post-it, on a rajouté des éléments de compréhension pour affiner ce modèle qu'on essayait de bâtir. Ensuite, on a fait des ateliers de co-design. Et là, effectivement, on s'est dit, on ne peut pas imaginer une nouvelle chambre de néonates en travaillant qu'avec des médecins. Donc, il va falloir travailler avec des parents. Il va falloir travailler avec des gens qui ont un métier complètement différent. Donc, on a un designer sonore qui nous a rejoints. On a fait venir des architectes d'intérieur. On a eu la chance d'avoir l'architecte du nouveau projet, l'architecte qui travaillait à l'époque sur le nouveau projet du CHU de Nantes sur ce service-là. Voilà, on a eu effectivement du personnel soignant là qui, sur son temps personnel, est venu après une garde, des gardes qui sont déjà très longues, sont venus travailler avec nous. Et de manière ludique,
on a essayé de réimaginer comment on pouvait organiser la présence des parents dans la chambre et de se dire comment on va pouvoir faire en sorte que cette présence soit acceptée, que cette présence existe dans une chambre qui est quand même un service d'urgence pédiatrique, donc très, très médicalisé, comme l'a expliqué Jean-Baptiste avant, et par quoi ça doit se concrétiser. Donc on a fait plein de schémas, plein de plans, mais alors des plans très schématiques, et voilà. Et du coup, je vais passer rapidement. Hop. L'aventure a fait qu'on a créé une association pour trouver des financements pour faire cette chambre-là. Et que la société Pyram, qui fait de l'agencement, a transformé nos idées en une réalité, voilà, en aménagement, quelque chose d'assez pratique. Je vais vous montrer juste la photo d'au-dessus parce qu'elle illustre bien ce qu'on a, la vue de dessus, même si vous ne la voyez pas forcément hyper bien, c'est que sur le côté en haut à gauche, on a un lit de place. Donc les deux parents peuvent dormir sur place. Donc c'est un canapé qui est dépliable, qu'on a sourcé dans les catalogues compatibles avec du mobilier dans une chambre d'urgence. On a mis un rideau pour qu'il puisse y avoir de l'intimité, notamment pendant les phases de peau à peau, voilà. Et puis on s'est aperçu qu'en fait les parents nous disent moi je veux bien rester, mais il faut que je puisse travailler, il faut que je puisse continuer mon activité. Donc on a mis un bureau, des tiroirs qui ferment à clé pour pouvoir ranger les affaires. Un petit lavabo, un frigo pour que la maman qui tire son lait puisse le mettre directement dans le frigo et éviter d'aller à l'autre bout du service. Voilà. Et donc tout ça, en fait, c'est assez intéressant parce que ce sont des choses, c'est pas de la grosse technologie, ça ne demande pas des investissements fous, mais c'est pragmatique, ça répond à des usages qu'on a identifiés. Et là, la suite de l'histoire, c'est de se dire, finalement, cet aménagement, aussi simple soit-il, est-ce qu'il a un impact réel sur le rétablissement de l'enfant, sur la façon dont vivent les parents. Et là, c'est ce qu'on a la chance de pouvoir tester aujourd'hui à travers Pile, c'est qu'on va rentrer dans une phase d'évaluation qui va permettre d'évaluer le travail qu'on a fait en tant que designer voilà, et de voir sa performance. J'ai dépassé complètement les 2 minutes que j'avais pour faire ça. Là, on peut voir la chambre qui est peuplée de plein de peluches, qui fait un peu plus comme à la maison, on va dire. Et un autre point de vue de la chambre. Alors, tu viens de le dire, l'objectif de ce projet, c'était d'évaluer si une chambre de néonat, enfin une chambre de réanimation en néonatal, qui a été modifiée pour favoriser la présence des parents, a vraiment un effet positif sur plein d'effets. Et comment on évalue une chambre? On s'est donné 5 points. On va évaluer 5 choses qui vont être: est-ce que le comportement des parents, l'expérience qui est vécue dans cette chambre, les savoirs qui sont aussi développés dans cette chambre-là, un point de vue psychologique, que je donne, vous allez comprendre pourquoi après, en donnant la parole à Fabien, d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire tout ce qui est donné plutôt médical, et un axe un peu exploratoire d'un point de vue environnemental. Donc, tout d'abord, d'un point de vue psychologique, pourquoi c'est important? Merci bien. Donc, je me présente, Fabien Bacrot, maître de conférence en psychologie du développement à Nantes Université. Et donc, je travaille dans mes recherches, plus particulièrement sur la question des relations d'attachement et du développement de ces relations d'attachement, y compris chez les bébés nés très grands prématurés, avec Jean-Baptiste Muller, avec qui je travaille depuis un certain temps déjà. Donc, on m'a proposé, donc, par l'intermédiaire de Jean-Baptiste, de participer à ce beau projet, ce que j'ai évidemment accepté, pour examiner effectivement l'impact de cette chambre sur les aspects plus psychologiques, notamment du point de vue des parents et sur tout ce qui touche à leur parentalité. Donc la parentalité, on l'a définie comme l'ensemble des savoir-faire, des savoir-être qui sont mis en œuvre par les hommes et par les femmes dans les soins et l'éducation de leurs enfants. Et donc, classiquement, depuis les travaux d'un certain Didier Houzel, très, très connu pour avoir tenté de définir cette notion de parentalité, on distingue 3 dimensions dans la parentalité, à la fois la dimension de l'exercice qui renvoie plutôt aux aspects juridiques, dont on ne parlera pas ici, la dimension de l'exercice de l'expérience qui renvoie au vécu des parents. Donc là, c'est vraiment
ce sur quoi on va se focaliser dans ce projet. Et puis la dimension de la pratique qui renvoie très concrètement aux comportements qui sont mis en œuvre par les parents pour prendre soin de leur enfant et s'en occuper. Donc, ce qu'on peut dire concernant l'état de l'art, sur cette question de la très grande prématurité, ses répercussions sur les parents, leur vécu, mais aussi sur les enfants, c'est que cette naissance prématurée, elle a des répercussions importantes. Évidemment, ça a déjà été évoqué tout à l'heure à travers l'expérience, les échanges qu'a pu avoir Vincent, qu'il évoquait tout à l'heure avec des parents. On sait effectivement, là, de nombreuses recherches le démontrent, que cette naissance prématurée, elle est souvent vécue comme traumatisante et s'accompagne d'un stress parental souvent élevé, d'une anxiété importante, voire de troubles du stress post-traumatique chez les parents, effets qui peuvent perdurer dans le temps. Même si on n'a pas d'études vraiment qui a permis de suivre ses parents sur un temps très long, on sait au moins que ce sont des effets qui perdurent au moins jusqu'à ce que l'enfant soit âgé de 3 ans, en tout cas chez une partie de ses parents. Donc c'est effectivement des effets importants qu'on retrouve sur le vécu des parents. Alors, du point de vue de l'enfant, on sait que cette naissance prématurée, elle complique aussi les choses. Ça a été évoqué un peu par Jean-Baptiste, du fait que ces bébés ont des comportements qui sont beaucoup plus difficiles à interpréter de la part des parents, notamment pour identifier les besoins de leur bébé, leurs signaux. Et donc, cette naissance prématurée s'accompagne aussi, c'est ce que semble montrer un certain nombre de recherches, d'une altération des interactions parents-enfants, avec des mères qui sont décrites parfois comme plus intrusives vis-à-vis de leur bébé, par exemple, et puis de difficultés dans la construction des relations d'attachement avec les parents, ces relations d'attachement qui ont déjà été évoquées aussi précédemment et qui sont connues pour jouer un rôle essentiel dans la suite du développement des enfants, ce qui a été largement démontré dans la recherche en psychologie du développement. Donc des difficultés de ce point de vue-là, notamment lorsque le bébé présente un très faible poids de naissance ou un faible âge gestationnel. Et puis, ce qu'on sait, ça a été évoqué aussi un petit peu par Jean-Baptiste, c'est l'importance du pot à pot, de ces échanges, de ces contacts avec les parents, du bonding, c'est le terme qu'on utilise pour désigner en fait l'attachement du parent envers l'enfant. Quand on utilise le terme d'attachement, ça renvoie plutôt à la relation que l'enfant va nouer avec son parent. Quand on parle de bonding, ce qui nous intéresse, c'est de savoir dans quelle mesure finalement le parent va réussir à s'impliquer dans cette relation, à développer une relation d'attachement avec son enfant. Et donc, ce bonding, évidemment, joue un rôle important aussi dans le développement de l'enfant. Ces interactions, ces relations d'attachement, elles sont bien connues pour effectivement impacter le développement de l'enfant, y compris sur le plan cérébral. Voilà, donc d'où l'intérêt effectivement d'aller voir un peu si la mise à disposition de cette chambre pour les parents peut permettre peut-être, à travers cette proximité qu'on souhaite favoriser entre le bébé et ses parents, à travers cet accueil de meilleure qualité, si on peut permettre à ses parents de présenter, enfin de vivre mieux cette expérience suite à la naissance de leur enfant. Voilà. Je ne vais pas revenir forcément sur les définitions d'expérience patient. Donc, nous, on considère que c'est tout ce qui a été vécu par le parent, émotion, cognition, perception. Et on va avoir des questions de recherche. Donc, deux points de vue. D'un point de vue design, est-ce que les usages de la chambre sont-elles conformes à ce qui a été imaginé? Est-ce que les parents s'approprient bien la chambre? Est-ce qu'il y a des activités différentes dans une chambre, dans la nouvelle chambre ou dans l'autre? Et d'un point de vue plutôt médical ou psychologique sur est-ce que la chambre améliore la santé de l'enfant? Et donc ça, c'est normalement, est-ce que les parents restent plus de temps dans la nouvelle chambre? Est-ce qu'il y a une meilleure relation avec l'enfant? Donc, on a lancé une expérimentation sur pile. On a écrit un protocole de recherche. On est passé devant un comité d'éthique et on a commencé l'expérimentation dans les 2 chambres. C'est une étude exploratoire et longitudinale. Alors, longitudinale, ça veut dire qu'elle va sur un temps assez long. L'étude va durer 8 mois.
sachant qu'on va à chaque fois avoir un enfant dans la nouvelle chambre, celle qui a été designée par Sensipod, et avoir un enfant dans une chambre témoin. Et à chaque fois, on va, dans ces 2 chambres, aller capter différentes données. Les parents, la population d'études sont les parents des enfants qui sont nés très grands prématurés sur 8 mois. Et on a décidé de passer sur 8 mois parce que les enfants, en fait, ils restent dans la chambre pendant quasiment 1 mois. Donc, quand ils naissent à 24 semaines, par exemple, ils vont rester jusqu'à quasiment 32 semaines. Donc, ça peut être 1 mois et demi, etc. Donc, il fallait aller sur un temps long pour pouvoir commencer à évaluer cette chambre-là. Les données qu'on recueille, très concrètement, qu'est-ce que c'est? Les données de comportement, c'est le temps de présence. Et ça, c'est notre donnée principale, c'est le temps de présence des parents et des soignants dans la chambre. Pour calculer ça, comment on fait? On a un capteur ultra haute fréquence. Donc, c'est un petit peu comme un capteur qu'on a quand on passe les autoroutes, un capteur de télépéage. On a un badge, on le met autour du cou, on rentre dans la chambre. Le badge, enfin, le capteur sait qui est dans la chambre. Et quand on sort de la chambre, et pas forcément, le capteur ne capte plus le badge. Donc, on peut capter assez précisément en fait, qui est dans la chambre et combien de temps il reste. Alors, on va aussi avoir un carnet pour les soignants et des observations qui vont nous permettre aussi vont permettre aux soignants de noter ce qui leur paraît important dans la chambre. Donc, voilà ce que ça fait in situ. On va avoir des données d'expérience vécue et de savoir expérientiel. Alors, comment on les recueille? On va avoir 2 choses. On va avoir un carnet qu'on donne aux parents. On va leur demander, par exemple, les choses qu'ils ont apprises dans la chambre. Ça peut être le service, les savoirs sur le vocabulaire médical, au fur et à mesure. Donc, c'est un carnet qui va sur 4 semaines et on demande aux parents de, si possible, compléter ce carnet-là. Et on va aussi compléter, bien entendu, les données d'expérience patient par des entretiens avec des parents dans la chambre, dans la chambre ou hors de la chambre, orienté vécu. Donc là, on fait un entretien qui s'appelle un entretien d'explicitation, où on revient sur des moments alors, stressants et aussi potentiellement non stressants. Par exemple, le père et la mère qui dorment ensemble dans le lit à côté de leur enfant. Un 3e point qui était toutes les données psychologiques que nous a présenté Fabien. Donc, comment on fait? Aujourd'hui, il existe des questionnaires normalisés sur les représentations maternelles d'attachement, la sensibilité maternelle, le stress post-traumatique, etc. Et comme on a vu, il y a aussi des ponts entre l'expérience vécue, mais aussi des choses normales, enfin des méthodes normalisées de recueil qu'on a en psychologie, notamment une interview qui s'appelle le WMCI, qui est centrée sur la perception du parent et de son expérience en relation avec l'enfant. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des ponts entre expérience vécue, entretien un peu plus semi-directif, etc., et des entretiens comme le WMCI qui sont assez normalisés en psychologie. D'un point de vue physiologique, est-ce que la chambre, elle va impacter, par exemple, le temps de peau-à-peau, la durée d'allaitement, le volume du lait tiré? Donc ça, c'est tout ce genre de données qu'on va avoir en fait dans les dossiers médicaux, mais aussi qu'on a demandé aux parents en fait de venir écrire dans leur carnet. On a un petit encart où les parents, la mère et le coparent peut expliquer le jour où il y a eu du temps de peau-à-peau et la durée de ce temps de peau-à-peau. Et pour terminer, une donnée un peu plus environnementale. Donc là, on s'est focalisé en fait sur l'intensité sonore dans la chambre. L'intensité sonore, c'est en décibels. Et on peut dire en quelque sorte, c'est le bruit qu'il y a dans la chambre parce qu'il y a en fait beaucoup de bruit dans cette chambre-là. Il me semble que c'était pas forcément, vous n'avez pas pris forcément ça en compte à Sensipod quand vous avez imaginé la chambre. Mais en fait, c'était dans un point de vue, si on veut répliquer cette chambre-là, si on veut la répliquer, est-ce que l'intensité sonore, c'est un point de vue à prendre en compte dans cette chambre-là? Donc, pour faire ça, très simplement, on met un microphone. Alors, on ne capte pas ce que disent les parents. On passe par un algorithme qui s'appelle le Noise Sensor et qui a été développé à l'Université Gustave Eiffel, qu'on peut retrouver d'ailleurs en ligne, qui est en code source libre, et qui nous permet en fait de mettre un micro dans la chambre et d'avoir à n'importe quel moment l'intensité sonore dans cette chambre-là, assez finement. Et donc, on va aller vite, mais si on prend la timeline d'un séjour, on a l'arrivée du bébé à J0, on peut voir ici. Hop, bon, on ne voit absolument rien. Je n'ai pas de laser. On a la sortie de la chambre. Ça, on va dire que ça dure à peu près 1 mois, par exemple. On va avoir des données de capteurs, des données d'entretien, des données de questionnaires à différents moments de parcours, des données médicales, des données déclaratives des parents, donc on a vu le carnet, etc. Et tout ça, en fait, ça vient former notre protocole et notre design expérimental général qui va durer pendant 1 mois sur 8 mois pour chaque enfant. 1 mois par enfant pendant 8 mois. Sur 2 chambres, bien sûr. On a commencé, donc là, on a terminé aujourd'hui le protocole éthique. On a soumis un protocole éthique au CNED, si vous connaissez. Ça a pris quelques temps. On a commencé le protocole il me semble,
février 2021, 2022. 2022. On a commencé, en fait, ce mois-ci, en une première inclusion dans la chambre. On a été autorisé à faire ça par le comité d'éthique. On a commencé les inclusions. On a eu 3 entretiens avec les parents. Donc, on ne va pas pouvoir vous parler concrètement de résultats de ce que ça a donné, mais peut-être un petit constat déjà. Il y a le besoin de gérer des moments traumatisants. Ça, on le savait. C'est chargé émotionnellement. Dans cette chambre-là, il s'est passé des choses. On a dû, donc, en fait, on passe par un psychologue. Tous les entretiens sont faits par des psychologues spécialisés. Et on s'est aussi rendu compte que ce type d'étude qui était quand même assez exploratoire, on n'a pas réellement d'hypothèse. Alors, on espère que la chambre va donner quelque chose sur toutes les données que je vous ai présentées, mais ce n'est pas classique au CHU. Et on s'est un petit peu heurté en fait, au protocole d'éthique qui était très strict et qu'il a fallu réaliser pour justement pouvoir faire cette intervention. Alors, en conclusion, nous, on va évaluer la chambre-là, donc sur les 5 données, en articulant des données médicales, des données psychologiques, données physiologiques, comportementales, environnementales et expérientielles. Aujourd'hui, on recueille toutes ces données-là. L'idée, c'est quand même de mettre un moment ensemble ces données-là. Il va falloir articuler, il va falloir éventuellement trianguler des résultats. Comment faire en sorte, par exemple, que les données médicales permettent de faire des interviews sur un moment spécial dans la chambre? Comment, si on sait qu'il y a beaucoup de bruit dans la chambre à un moment donné, comment on va pouvoir interroger les parents pour leur vécu sur ce bruit-là? Et donc, il faut articuler ces données-là. Mais c'est une question qui reste assez ouverte. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. Et je pense assez difficile et qui est aussi très mal posée comme question. Juste peut-être pour conclure, ce qui est intéressant pour nous en tant que designers, c'est justement d'avoir cette prise de pouvoir avoir cette prise de recul avec des méthodes qui nécessitent quand même une expertise assez pointue, parfois des outils. Et on a beaucoup échangé de savoir comment on va capter la durée de manière pertinente, la durée de présence. Est-ce que c'est les infirmières qui le font? Est-ce que c'est les parents qui le font de manière déclarative? Est-ce qu'on met des capteurs? Et finalement, on a choisi un peu de se dire, pour être sûr, on va faire un peu de tout, comme ça, on aura des données qui seront un petit peu plus fiables. C'est l'intérêt de faire une expérimentation, c'est de se dire, on part aussi un peu à l'aventure. Alors, pourquoi on fait de l'exploratoire? Parce que y a une chambre, il y a une deuxième chambre. Et puis l'idée, c'est que tout le service, petit à petit, évolue et que la première chambre et la dernière ne se ressemblent pas, que la dernière soit beaucoup mieux que la première, et puis que ça puisse nourrir le modèle du nouveau CHU de Nantes, et notamment la manière dont vont être construites les futures chambres. Donc, cette partie exploratoire, effectivement, d'un point de vue scientifique et d'un point de vue comité d'éthique, elle était un petit peu plus difficile à déterminer. Nous, sur la première chambre, on n'avait pas pris en compte tous les éléments. On n'avait pas pris en compte la lumière et le bruit, qui étaient 2 facteurs assez importants, mais qu'on avait décidé de ne pas traiter parce qu'il y avait déjà un gros challenge sur cette première chambre. Et effectivement, à chaque chambre, l'idée, c'est de se dire, on va pouvoir maintenant recueillir des données qui vont nous permettre de traiter le bruit, de voir comment on arrive dans le choix des matériaux, dans la manière dont on organise l'espace, inciter à la réduction du bruit, favoriser ce que Jean-Baptiste appelle le bain de langage, c'est comment l'enfant aussi est dans un environnement sur lequel il entend ses parents, il entend des gens le parler, qui a des effets positifs. Et puis la lumière, il fait noir dans cette chambre, donc on a des parents qui sont dans une situation de fragilité. Enfin, il fait noir, il fait sombre dans cette chambre. Il y a des parents en situation de fragilité. Ils peuvent rester quelques mois dans un environnement très sombre, donc qui n'est pas très favorable à regagner un peu de joie, et avoir un état psychologique plus. Voilà. Donc cette question d'arriver à travailler sur la lumière, elle est assez importante. Et du coup, de pouvoir la traiter avec des données un peu fiables pour être d'autant plus juste dans notre travail de concepteur, c'est une chance assez rare. Donc voilà, on s'éclate. Et merci beaucoup à tout le monde. Je vous propose qu'on prenne les questions après, c'est ça? Non, maintenant, on va prendre 5 minutes de questions. Allons-y. Alexis Vervial, donc je travaille pour les associations d'usagers du système de santé. Donc en tant que représentant les intérêts des associations d'usagers, c'est fabuleux ce que vous faites. C'est en fait ce que réclament les associations d'allier le care au cure.
Et en fait, dans votre projet, là, vous avez été très, très loin. Et la question que j'ai à vous poser, c'est, moi, j'ai envie que ce truc-là, il se passe en fait dans tous les services néonats de France et de Navarre. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire diffuser votre innovation? C'est ma première question, parce que ça semble en fait une innovation d'intérêt public, en fait. Première question. Et la deuxième question, mais je ne sais pas si c'est, est-ce qu'il faut faire ça pour tous les services, quoi? Est-ce que là, vous avez réussi à le faire parce que justement, vous avez mis en avant ce moment très particulier de haut niveau d'angoisse, de haut niveau de vraiment avec des nouveau-nés, et donc il y a une sensibilité particulière, etc. Mais est-ce qu'on pourrait faire ça en cardiologie adulte, en EHPAD ou autre, ou est-ce que c'est finalement cette sensibilité particulière, ce milieu très particulier qu'est la néonate qui vous a fait aller aussi loin? Voilà, c'est deux questions comme ça. Jean-Baptiste, est-ce que tu veux répondre? Oui, je veux bien. Merci pour la question, parce que c'est une question très, très pertinente. Pourquoi la néonate? Excellente question. Et ce n'est pas grâce à nous. Ce n'est pas grâce aux pédiatres qui sont souvent très fiers de dire, regardez, on accueille les familles dans le service. Eh ben, en fait, non. On est confronté, on a été confronté aux parents qui demandaient à rentrer. Et donc, en fait, c'est grâce aux usagers qu'on a peut-être un temps d'avance sur les autres services, sur lesquels je ne doute pas ça diffusera dans les années à venir. Mais en fait, c'est grâce aux tiers, aux aidants, aux parents, que finalement, on a été confronté au besoin d'ouvrir les portes, d'accueillir les parents et d'en tenir compte de manière intense. Et donc ça, c'est ma premier élément de réponse, c'est que c'est vraiment grâce aux parents. Certes, c'est le milieu de la néonate en particulier, mais en tout cas, c'est pas grâce à nous. C'est grâce aux usagers que les choses ont avancé, je pense. Moi, je le vis comme ça, en tout cas, qu'on en est là aujourd'hui. Et deuxièmement, effectivement, je suis assez sensible quand vous dites on associe le care et le cure, et même pour les professionnels, parce que ces techniques de soins centrées sur l'enfant, sur l'observation de l'enfant, pour lequel on va expliquer aux parents le comportement de cet enfant, c'est un changement de posture des infirmières, des médecins, où finalement, on vient dire, regardez, votre bébé, il se comporte comme ça, c'est vous qui allez pouvoir le sécuriser, c'est vous qui allez pouvoir le porter dans son développement. Et là, nous, en tant que soignants, on lâche un peu de cet espace-là. Et c'est les parents qui s'en emparent. Et en fait, dans les études, ce n'est pas forcément facile comme changement de posture à accepter pour des équipes qui maîtrisaient tout finalement auparavant. Et ben, finalement, dans les études de satisfaction au travail, les centres qui sont passés avec ces techniques de soins-là, les enquêtes de satisfaction montrent bien qu'aucun professionnel ne reviendrait en arrière. Voilà, donc je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais c'est des éléments que je peux apporter. Oui, en complément, peut-être sur le sujet de la réplicabilité et de l'intérêt public, alors, on a créé l'association BERS, dans lequel on agit tous de manière bénévole, et y compris sans iPod. Voilà. L'idée, c'était pourquoi on a créé cette association, c'était parce qu'il fallait un cadre pour recueillir des financements pour produire cette chambre. Et cette association, elle est reconnue d'utilité publique. Donc, effectivement, on voit bien que ça a un impact. Après, la question, on s'est posé, là, on a eu le dernier conseil d'administration, il y a eu lieu pas très longtemps, et s'est posé clairement la question de la réplicabilité. Alors, au niveau du CHU, de refaire des chambres, ça va. C'est un exercice qui est lourd, parce qu'il faut quand même aller chercher à chaque fois les financements, et voilà. Et l'équipe s'est dit, on commence à être un peu fatigué, un peu tous épuisés, et s'il faut aller refaire la même chose dans un autre établissement de santé, quel est le modèle? Est-ce qu'on va recréer des antennes locales? Donc on a débattu de ça, on n'a pas encore arbitré. Pour l'instant, on a dit on va se mettre un petit peu en pause, parce qu'on a besoin déjà d'avancer, de continuer à avancer là-dessus. Mais se pose la question du modèle, et comme vous l'avez dit dans vos conférences avant, c'est-à-dire que les deux premiers, c'est il faut sensibiliser l'établissement, il faut sensibiliser le service. Et ces deux étapes, il y a un schéma que j'ai beaucoup aimé avec la pyramide, là. Et ces deux étapes, c'est les plus grosses étapes. Si elles sont loupées, en fait, il n'y a pas de projet.
Et ça, on peut pas. En fait, on voit commencer à voir la limite d'un système associatif. En tout cas, il y aura besoin de recruter à terme des personnes qui peuvent s'occuper de ça. Donc, se pose la question du modèle économique derrière, de qui finance, voilà, et là, ça commence à dépasser un petit peu la disponibilité qu'on a. Allez, je parle. Ouais. Oui, un autre élément, c'est qu'aussi, faut l'évaluer, cette chambre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que, évidemment, il y a eu de la transformation, c'est mieux, mais maintenant, en quoi c'est mieux? Même si tout le monde pense que c'est mieux, c'est plus sympa, etc. Maintenant, il va falloir savoir en quoi c'est mieux et en quoi faire une nouvelle chambre. Peut-être la faire un peu différemment ou corriger, faire une itération. Ouais. Je voulais d'abord évidemment vous féliciter parce que c'est vraiment un magnifique travail et puis vous nous avez bien décortiqué toute la méthodologie et puis aussi toute la complexité de monter un tel projet. Donc vraiment un grand chapeau justement pour rebondir sur la question qui a été posée sur l'évaluation. Je pense que vous auriez aussi intérêt à regarder vraiment maintenant c'est le 5 aim, là, les 5 objectifs là, de IHI, parce que ça, c'est vraiment reconnu au niveau international avec aussi des études médico-économiques. Là, ce serait vraiment génial de faire ça. Puis, merci Jean-Baptiste d'avoir aussi répondu à une autre question qui était l'impact sur les professionnels, parce que ça, je pense que c'est excessivement important en termes de rétention de personnel, puisqu'on sait quand même que ce sont des lieux aussi très complexes de pouvoir recruter, de garder le personnel en place, donc de pouvoir montrer aussi que les personnes sont plus... sont bien plus satisfaites de travailler dans un environnement comme celui-là, c'est super important. Je me demandais aussi si les résultats sont positifs et que vous arrivez avec des bons résultats, peut-être que par l'intermédiaire du processus de certification, il y a de la certification, le processus de certification fait par la HAS pourrait aussi vous aider, là, c'est-à-dire de montrer qu'il y a quand même des conditions optimales pour faire en sorte que le développement du PREMA puisse se faire dans les meilleures conditions via des données probantes. Là. Donc, ça, c'est une des meilleures façons pour inciter les gens, c'est de les amener à devoir répondre à des critères. Là, donc, et de voir peut-être aussi avec les ARS là, de quelle manière aussi certaines... autorisation de fonctionnement pourrait passer par des conditions qui seraient de ce type-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plus des demandes. En fait, on a des demandes, les gens sont intéressés par le projet. Et c'est voilà, comment on va les traiter, comment on s'organise pour pouvoir traiter et dupliquer le modèle. Ouais. On était parti avec une hypothèse en disant on va pouvoir créer une sorte de méthodologie et puis la fournir en Creative Commons et tout ça. Et on s'aperçoit qu'en fait... mais tu l'as bien expliqué, c'est qu'en fait, c'est un travail humain qui doit se faire davantage sur le terrain et qui demande que des hommes et des femmes se mettent autour de la table, partagent ensemble. Ouais. Puis peut-être la prochaine fois que vous faites la présentation, de venir avec un parent. Yes. Merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, on peut peut-être couper là et discuter ensuite tous au dernier étage au déjeuner. Vous êtes tous conviés pour des échanges informels. C'est aussi... hyper agréable de profiter ce temps du déjeuner et on recommence à 14h comme prévu. Donc, restez déjeuner avec nous au dernier étage. Merci infiniment à tous pour cette très belle table ronde de ce beau projet. Merci.